Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les sorties littéraires, polars et thrillers du mois d'avril 2024. Alors désolé d'être resté si longtemps, près de 3 semaines sans faire de vidéo, mais à un moment j'ai autre chose à foutre, je suis fatigué et j'ai déjà pas le temps d'écrire. Donc pour toutes ces raisons, je suis désolé d'avoir mis si longtemps sans faire de vidéo, mais enfin voilà, des fois les circonstances font que c'est comme ça malheureusement, et c'est pas comme si YouTube c'était toute ma vie non plus, je ne le fais que pour le plaisir. Donc la vidéo des sorties littéraires, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, bah déjà abonne-toi, ça fait toujours plaisir, hein. Et donc moi, c'est comme le nom de ma chaîne l'indique, tout ce qui est polar principalement, polar, thriller, roman noir. Je ne suis pas contre fantasy, fantastique et manga évidemment, que je lis aussi. Et donc concrètement, les sorties d'avril 2024 dont je vais vous parler, c'est seulement ce qui potentiellement m'intéresse. Je ne vous parle pas des principales sorties polar et thriller ou autres du mois. Pas du tout. Je ne vous parle que de ce qui m'intéresse et ce qui a titillé ma curiosité et c'est tout. Voilà, c'est purement subjectif, c'est purement parmi mes goûts à moi. Voilà. Et puis c'est tout. Donc on va commencer. Comme d'habitude, je le fais sur Babelio, le plus complet, le plus opti pour moi, je trouve. Donc un nom qui va être compliqué à prononcer sans me ridiculiser finalement, Kruma Visour, je ne sais pas comment ça se prononce, j'en suis désolé, de Yann Manouk, c'est aux éditions Flammarion, ça sort le 3 avril 2024. Hop, un chalutier en fuite intercepté en pleine tempête par un hélicoptère des forces spéciales, à son bord le corps de la petite Annika que toute l'Islande recherche. 3 cadavres incrustés dans la glace, libérés par l'effondrement d'un iceberg au cœur de la lagune de Sarlon ou oui peut-être voilà les noms moi voilà. Une base nucléaire américaine secrète que le réchauffement climatique fait émerger de la banquise groenlandaise. C'est à Cornelius Jacobson qu'il revient, ça c'est pas compliqué comme nom à dire tu vois, qu'il revient de mener à bien ses enquêtes, malgré les manœuvres de politiciens corrompus de tous bords. Difficile pourtant de manipuler cet homme, aussi magnétique et incandescent que son pays, et qui s'échine à s'aborder sa vie professionnelle autant que personnelle. Pire meilleur flic d'Islande, Cornelius est un colosse qui torture son corps dans les salles de force et son âme dans une chorale de femmes. Pas bien de dire ça, oh. Mon Dieu, mais c'est en solitaire obstiné qu'il fredonne la sinistre complainte du corbeau affamé, le Krumavissur. Donc, être parmi des femmes, c'est une torture. Voilà, mesdames, vexez-vous. C'est pas moi qui le dis. Hein, voilà. Mon Dieu, ça part. Hein. Moi, je pense. Alors, moi, ça peut être super bien. Voilà. C'est pas non plus un sujet donc, que j'ai l'habitude de lire. Donc, voilà, les chalutiers, iceberg et compagnie. Réchauffement climatique. Bon, moi, j'en ai bouffé avec Maxime Chatham dernièrement. Mais ça ne peut pas être pire que Chatham, ça c'est impossible, ça peut pas être pire que Lux. Et donc pourquoi pas. En fait, c'est aussi le personnage de Cornelius qui à mon avis sera un personnage fort, hein, intéressant, qui j'espère se fera rabattre son caquet par cette chorale de femmes qui apparemment le met en PLS cosmique. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi je suis très curieux. Apparemment c'est un tome 3 sur 3, il faut le noter. Il fait 416 pages. Donc j'essaie de pas faire une vidéo trop longue parce qu'à chaque fois ça dure une demi-heure et c'est dramatique. Les 7 vies du moine d'Olivier Bard Cabusson chez Actes Sud que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les couvertures d'Actes Sud, moi, elles me font toujours énormément d'effet. Moi, je kiffe ça. Je kiffe toujours beaucoup ça. Donc les 7 vies du moine d'Olivier Bard Cabusson. Lyon 1760, de retour du Caire et entouré de sa compagnie égyptienne, l'envoûtante Yasmina, et de père et de son père, pardon, le fameux moine hérétique, donc le père de Yasmina, j'imagine, le chevalier de Volney se retrouve confronté à une série de morts mystérieuses. Chaque victime a été immolée par les flammes. Le commissaire aux morts étranges devra plonger au cœur des secrets de la ville, dans les hautes sphères du pouvoir, entre vols de formules chimiques, découverte d'un cabinet aux multiples curiosités et d'une surprenante loge maçonnique. Le moine, quant à lui, devra échapper à une sombre prédiction. Donc, le commissaire aux morts étranges, c'est un peu comme le bureau des affaires occultes,
Moi, je veux pas balancer, mais c'est quand même une grosse similarité. Non, genre en vrai, je dis ça, j'en sais rien. C'est le nom qui m'a fait tilter en fait. Et moi qui suis fan, voilà, comme ça d'Eric Foissier. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Déjà la couverture, voilà, direct, Actes Sud, on kiffe Actes Sud. Non, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, on a des morts étranges en 1760, Yasmina, un moine, tout ça, des morts immolés par le feu. Il y a tout pour me plaire là-dedans. Il y a du mystère. Il y a une époque qui me plaît, c'est à Lyon. Et c'est chez Actes Sud. Ça sort également le 3 avril 2024. Bon, il y a quelques notes déjà reçu moyennement, on va dire. Donc deux bonnes chroniques visiblement, mais 3,64 sur 5. Tu me diras, il n'y a que cette note, ça ne veut rien dire. Je peux me laisser tenter. Alors s'il vous plaît, en fait, à chaque fois je dis, j'attends, avant de me décider de le lire, que mes compatriotes chroniqueuses et chroniqueurs sur Instagram et autres YouTube fassent leur propre chronique et avant de me décider. Voilà, enfin, si eux ils aiment bien, je pourrais me laisser tenter. Mais à chaque fois que je dis ça, c'est des livres qui sont pas lus par les chroniqueuses et les chroniqueurs, hein, parce que ces gens ne lisent toujours la même chose et se laissent porter que par les hypes. Tu vois, si ce livre n'est pas hype ou n'est pas d'un auteur connu, c'est mort. Donc ça me gave. S'il vous plaît, chers compatriotes, je vais me la jouer politique, arrêtez de lire les livres hype. Vous allez me dire, oui, mais on lit ce qu'on veut, on t'emmerde. Oui, mais moi, je vous emmerde aussi, alors déjà premièrement. Et bien, voilà, ouvrez vos chakras, s'il vous plaît. Ouvrez vos chakras. Il y a plein de livres bien qui sortent, mais je vois toujours les mêmes chroniques sur les réseaux, toujours que ce soit YouTube, Instagram ou TikTok, c'est toujours pareil. Je ne vois que les mêmes livres. Et donc, voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, c'était le moment coup de gueule. C'était la minute coup de gueule. Mais j'avais failli que ça sorte. Mais je ferai une vidéo, hein, c'est prévu. Hein. Je suis en train d'écrire une vidéo. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Je peux te donner un coup de pied dans la fourmilière, les enfants. Donc, un séjour mortel de Florence Laghi, ou Laghi, il y a deux G. Donc, est-ce que ça se prononce de manière particulière? Si l'auteur tombe sur ma vidéo, j'en suis désolé. Laghi, on va dire Laghi. C'est aux éditions Alter Real, donc un cosy mystery, tout ce que j'aime du coup, en plein cœur du Pays Basque, des personnages hauts en couleur à savourer sans modération. Louise, jeune auteure à succès, décide de partir se reposer chez sa grand-mère Amaya, qui gère des chambres d'hôtes dans un petit village tranquille du Pays Basque, le cadre idéal pour travailler sur son prochain roman. Le cadre idéal, c'est vite dit. À peine arrivée, Louise se dispute non seulement avec Tom, un des clients, mais aussi avec Marthe, la propriétaire des chambres d'hôtes. Cette dernière est bien décidée à tout vendre. Après tout, elle déteste ce village et ses habitants qui le lui rendent bien. Quand le corps de Marthe est retrouvé, les gendarmes doivent se rendre à l'évidence. Ils croulent sous les suspects et ont tous un mobile, tous, y compris, et surtout Amaya, voilà la grand-mère. Louise replonge la tête la première dans cette enquête pour innocenter sa grand-mère sans se douter que le danger rôde. Une jeune romancière en panne d'inspiration, un meurtre que tout le monde aurait eu envie de commettre, des secrets de famille, un cosy mystery passionnant et auréolé de mystère. Alors, au début, j'ai passé. Je vais être honnête, au début j'ai passé, j'ai dit fait next, mais après je me suis dit bon, en fait ça fait hyper classique, ça fait tu vas quelque part, il y a un mort, oh là là c'est qui, tu résous l'enquête et au revoir. Bon, c'est un petit cosy mystery à pas piquer des hannetons, tu vois, qui a l'air classico-classique, mais après tout, c'est ce genre de truc qui pourrait se révéler être une bonne surprise si c'est bien écrit, si c'est bien raconté, si le suspense est bien géré. Il y a beaucoup de si, tu me diras, il y a beaucoup de si, mais après la couverture n'aide pas non plus. Je trouve, ce n'est que mon avis bien sûr, mais en fait, en tout premier lieu, c'est la couverture qui m'a fait faire next en premier, puis après, j'ai reconsidéré mon avis, j'ai dit ouais, mais voilà, un petit cosy mystery, un peu retiré, alors, pas en Angleterre, en France, ça change, parce que la plupart des cosy mystery, c'est en Angleterre, c'est tout ce que j'adore en plus, mais là voilà, on est dans le Pays Basque, peut-être qu'on va... Je connais pas du tout le Pays Basque, je suis pas du tout du Pays Basque, hein, mais ça doit s'entendre à la façon dont je parle, je sais pas, il paraît que... Bon, bref. Et donc voilà, on va apprendre peut-être à connaître un peu le Pays Basque, ça peut être bien, un petit cosy mystery bien foutu, en vrai ça peut être une bonne surprise. Donc je dis qu'il faut laisser la chance à ce roman, qui sort le 3 avril également.
Les traîtres de Mimosa F ou FE, je ne sais pas, chez Care Édition, ça sort le 3. Également, un matin de juin, le corps de Marie Declercq est repêché dans le canal Saint-Martin, le crâne rasé. L'enquête conduit la commissaire Kateb sur la piste de l'extrême droite flamande. Ah, ça se passe en Belgique. Mais sans témoin, l'affaire tourne à l'impasse. 6 mois plus tard, le suicide de la dernière compagne de Marie provoque la réouverture de l'enquête de Paris à Bruxelles. Kateb se heurte aux hautes sphères de l'État et à des militants antifascistes. Tous s'acharnent à saboter ses recherches. Bon, ça m'a l'air d'être un polar anti-extrême droite. Ça va pas se faire des amis. Donc, prix du roman noir de la foire du livre de Bruxelles 2024. En fait, ça m'a plutôt accroché, tu vois, moitié Belgique, moitié un petit peu en France, j'imagine, de Paris à Bruxelles, tu dis ouais, une meuf repêchée le crâne rasé, donc il y a de la torture probable, voilà, quand c'est un peu drama comme ça, moi j'aime bien. Donc pourquoi pas, c'est le genre de truc qui a pas l'air comme ça, mais qui peut être bien et qui peut me tenter, qui peut vraiment me tenter. Et donc moi je dis pourquoi pas. Ça sort également le 3. Care Édition, je ne connais pas cette maison d'édition. Ça se trouve j'en ai déjà parlé dans mes vidéos et je m'en rappelle plus. Il y a une note qui est un 5 sur 5. Écoutez, je vous le mets là si vous voulez faire voilà, un arrêt sur image et puis vous le lisez, vous débrouillez. Mais en tout cas 5 sur 5. Hein. Pourquoi pas. Donc on ne peut pas passer à côté le prochain Bernard Minier chez XO Édition qui sort le 4 avril celui-là. Les Effacés, 2 tueurs, 2 mondes, une double menace. J'adore ce genre de truc. Euh, ça fait un peu ringard, tu sais, 2 tueurs, 2 mondes, une double menace. C'est ringard de ouf. Mais on oublie parce que c'est Bernard Minier, on aime Bernard Minier, tu vois. Donc bon, c'est un peu comme Maxime Chatham qui fait ce genre de trucs-là, voilà. On leur pardonne, tu vois. En Galice, un tueur kidnappe des femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler, des invisibles, des effacés. À Madrid, un autre assassin s'en prend à des milliardaires et laisse sur les murs de leur résidence ce message: tuons les riches. 2 tueurs, 2 mondes et le spectre d'un embrasement général, d'une confrontation de classe inédite et explosive. Les enjeux se dévoilent peu à peu, à Lucia Guerrero, enquêtrice de la Guardia Civile, sont vertigineux. Quand à son tour elle reçoit les messages d'un expéditeur anonyme, la question se pose: serait-elle devenue un simple jouet entre les mains des 2 tueurs? Donc, d'un côté, il y en a un qui tue, apparemment, je ne sais pas si c'est que des femmes, donc qui kidnappe des femmes qui ont l'air plutôt pauvres, voilà, des travailleuses qui se lèvent tôt. Et d'un autre côté, un autre qui tue des riches, peut-être thème des classes sociales, riches contre pauvres, et tout ce qui tourne autour de tout ça, ça peut être intéressant. Si c'est bien foutu, si voilà, en même temps c'est Bernard Minier, j'espère que c'est bien foutu. Donc voilà, on peut pas passer à côté du Bernard Minier. Parce que moi, je suis un mouton, je vais l'acheter, tu vois. Je vais l'acheter et je serai certainement pas déçu. Je ne doute pas autant de Bernard Minier que je doute de Maxime Chatham, si tu veux, ou comme je peux parfois douter de Franck Tillier, une fois sur deux, tu vois. Donc voilà. Donc c'est chez XO, ça sort le 4. Et voilà, numéro 17 de Sébastien Lejean. Donc c'est chez Liana Lévy, je connais pas du tout. Désolé, hein, après ça fera connaître éventuellement. Chez les maisons d'édition Liana Lévy, si vous connaissez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est bien ce qui est sorti, Enfin voilà, informez les gens. Moi je ne connais pas, informez-moi également, vous servez à ça aussi. Ça sort le 4 aussi. Donc le jour de Noël, un étudiant est retrouvé mort au pied de l'immeuble parisien où il résidait. Si la police judiciaire écarte rapidement l'hypothèse de l'assassinat pour expliquer sa chute, Ronan Sénéchal, commandant à la brigade criminelle de Paris, ne partage pas cet avis. Il décide d'enquêter en marge des investigations officielles et plonge alors dans le monde tortueux des complotistes. Donc c'est le mec, il dit: moi j'ai décidé, je pense que c'est un meurtre, et en dehors du cadre officiel, en zoom zoom, je vais enquêter quand même. Donc, on a déjà vu ça 1000 fois. La couverture est sympathique. Moi, j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. Il y a ce petit truc qui m'a fait dire que. Après, moi, je trouve que le résumé aurait pu être un petit peu plus long. Ça en dit pas assez pour avoir ce petit truc qui fait que ah, ça a l'air vachement bien.
C'est dommage. Il aurait fallu ajouter un petit élément supplémentaire, un petit élément intrigant supplémentaire, parce que là, bon, à part faire classico-classique, mais bon, moi ça m'a attiré quand même, donc au final ça a fait son taf, pardon, je vais y arriver. Donc pourquoi pas. Ça sort le 4 également chez Liana Levy de Sébastien Lejean. Je rappelle toujours tout ça parce que n'hésitez pas à suivre tous ces auteurs sur Instagram, sur leurs réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Hein. La casse de Eugenia Almeida chez Métellier Éditions, ça sort le 5 avril. Ce roman noir offre la radiographie politique et sociale d'une ville. Deux petits cons se bourrent la gueule et qui tout à coup, pardon, je vais y arriver, et qui tout à coup ont envie de de foutre la merde. Comme ça pour rien, et qui tuent. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Attends, excuse-moi, je vais reprendre parce que là, à un moment, voilà, je lis ça absolument n'importe comment. Deux petits cons qui se bourrent la gueule et qui, tout à coup, ont envie de foutre la merde. À un moment, si la ponctuation suivait, moi j'y peux rien. Comme ça, pour rien, et qui tue. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Moi, je n'ai fait que te protéger. Et il a tué les gamins. À partir de là, c'est tout l'équilibre de la ville qui est remis en question. Des voyous aux mafieux, des flics aux politiques, tous sont liés dans cette stabilité délabrée et fragile où chacun tente de vivre. Avec une habileté incroyable dans la construction romanesque, Eugenia Almeida nous montre les désirs, les frustrations, les destins brisés, les vies multiples de ce qu'on appelle une ville. Elle nous fait entendre des personnages complexes, attachants et contradictoires dont nous ne connaîtrons que la voix. Son art maîtrisé de la tension et la richesse de son style font de ce grand roman noir une radiographie des zones et des âmes plus sombres de l'Argentine. Bon, après, il faut que l'Argentine, ça vous parle. Hein. Un roman qui cogne avec la force fulgurante d'un boxeur et l'élégance d'une danse. Alors, j'ai entendu dans la vidéo de Séverine d'Il est bien ce livre, donc abonnez-vous à sa chaîne, elle est cool, qu'apparemment c'est un roman très court, ou alors je confonds avec un autre, qui fait que 200 pages celui-là. Il me semble que c'est de celui-là qu'elle a dit ça, qui fait que 200 pages. Moi je trouve ça intéressant, il y a des thématiques qui sont très bien, ça a l'air bien foutu, bien travaillé, bien écrit. Moi je trouve que ça fait envie, ça a l'air fort. Moi je trouve que ça a l'air fort et extrêmement intéressant. Si c'est court, tant mieux. D'un côté, je trouve. Il y a des notes. Faites voir ça, une chronique. Bon, je vous la laisse là parce que c'est gigalon. Faites des screens, vous êtes grand, ou allez voir vous-même. Mais bien noté. Donc ça sort le 5 également, chez Métellier. Alors évidemment le Fitzek on peut pas passer à côté non plus, qui sort le 11 avril aux éditions de l'Archipel, donc Sébastien Fitzek, la liseuse de visage. Oula c'est un peu long. Anna Herbs, l'experte en décryptage d'expression faciale la plus renommée d'Allemagne, a déjà démasqué de nombreux criminels en collaborant avec la police. Aujourd'hui, elle doit analyser de toute urgence les aveux enregistrés en vidéo d'une meurtrière pour empêcher un autre bain de sang. Problème, la femme qui a avoué les crimes, c'est elle-même. Quand elle regarde la coupable, elle voit son propre visage, le nouveau scénario diabolique de Sébastien Fitzek, l'auteur de thriller blablabla. Anna Herbs, experte en décryptage d'expression faciale la plus renommée d'Allemagne, a déjà démasqué de nombreux criminels en collaborant avec la police. Au moment où elle subit Au moment où elle subit... Hein Attends. Excusez-moi. Hein. Au moment où elle subit contre une perte de mémoire provoquée par une opération chirurgicale, c'est moi qui suis débile ou la phrase n'a pas de sens? Elle doit affronter le cas le plus épineux de sa carrière, ça peut être complètement moi qui suis débile. Hein. Une femme apparemment au-dessus de tout soupçon a avoué le meurtre bestial de sa propre famille, seul rescapé, son fils cadet, Paul Anna, doit analyser de toute urgence les aveux enregistrés en vidéo de la meurtrière pour empêcher un autre bain de sang, mais il y a un problème de taille, la tueuse qui apparaît sur vidéo a son visage. Ça a l'air extrêmement déjà chelou et extrêmement tortueux. De toute façon c'est Fitzek, hein, j'en ai lu un de lui, j'ai bien kiffé. C'était bien construit, c'était carré, c'était psychologiquement solide. C'était son précédent, celui de l'année dernière, je sais plus du tout. Playlist, c'est ça, Playlist. C'était cool, Playlist, c'était bien. Hein. C'était noir ce qu'il faut, lourd ce qu'il faut, psychologiquement, j'avais trouvé ça solide. Avec du suspense, j'avais trouvé ça vachement bien. Avec les musiques en playlist et tout, c'était cool. Et donc celui-là m'a l'air un peu plus tordu. Et moi j'aime bien. À mon avis, il a la petite touche de tordu, mais derrière, encore une fois, c'est psychologique, c'est carré. Je pense le lire, mais je n'ai pas
à volonté. Je dois encore acheter le Lepsker. J'ai la chance d'avoir le RG et le Ri en SP. J'ai quelques SP à écouler. Et donc voilà, il faut faire des choix dans la vie, je ne peux pas tout acheter, et c'est frustrant. Alors, 1812, le fiancé de Russie, je peux déjà vous déclarer officiellement que Anne Vilmasi Sherman, donc la très sympathique autrice de ce roman, m'a contacté sur Instagram pour me demander si j'étais intéressé par le service presse que j'ai évidemment accepté, que normalement je devrais recevoir incessamment sous peu, avec une grande impatience. Donc 1812, le fiancé de Russie, qui est la suite de 1803, la nuit de la sage-femme déjà. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur le sujet, tout de suite ou juste après la fin de cette vidéo. Tu fais comme tu veux. Donc 1803, la nuit de la sage-femme, que j'avais beaucoup apprécié, va voir ma vidéo. Et donc j'ai eu la chance qu'elle, Anne Vilmasi-Sherman, voit ma vidéo, kiffe ma vidéo au point qu'elle le mette sur son site internet à la page du roman, justement. Et donc ça m'a fait un up de vues et d'abonnés, t'imagines même pas. C'était très cool. J'ai bien aimé ce moment-là. Très, très sympathique dame. Et donc elle est revenue vers moi il y a quelques temps pour me demander si je voulais l'USP. Pas hésité une seule seconde, j'ai dit oui, direct. Et donc voilà. Et donc, aussi, un truc que je voulais dire, c'est que j'ai pas trouvé la fiche Babelio de 1812, le fiancé de Russie, donc qui est aux éditions 10-18. Et donc je m'étonne que les éditions 10-18 n'aient pas fait une fiche Babelio de ce roman et ne les aient pas mis dans les romans à paraître. Tu comprends? Parce que, donc je le sais parce que Madame Vilmasi Sherman est venue me voir, mais si elle n'était pas venue me voir, un mois et demi à l'avance, pour me demander si j'étais ok pour l'ESP, et ben je l'aurais pas su. Parce que j'écume Babelio, de long en large et en travers, tous les mois, pour voir les sorties, qui pourraient me botter. Et évidemment que ça, je l'aurais mis dans mes choix. Donc, s'il y a quelqu'un des éditions 10-18 qui passe par là, qui vous attendez, bougez-vous un petit peu le cul pour faire la page Babelio. Parce que si vos romans, après, ils marchent pas, c'est parce qu'en partie, les gens n'ont pas vu sur Babelio, parce qu'il y a des gens comme moi qui vont voir les sorties. Et si vous faites pas les fiches de vos romans, bah, faut pas vous plaindre que vous fassiez pas de vente. Hein. Moi, à un moment, moi, j'y peux rien. Et donc 1812, je vais arrêter de dire de la merde hein, et de m'énerver, ça m'énerve. 1812, le fiancé de Russie, d'Anne Vilmasi Sherman, qui sort le 18 avril 2024. J'espère l'avoir avant. Dès que je le reçois, je vous préviens, je le lis direct. Hein. Aussitôt reçu, aussitôt lu, et je ferai la vidéo en avance, et je me la pèterai que j'ai eu l'USP. D'ailleurs, je sais pas si ça se sent que je suis très content de l'avoir. Donc 1812, la ville de Metz est en ébullition, l'empereur est de passage avec la jeune impératrice Marie-Louise. Alors que les préparatifs de la campagne de Russie battent leur plein, le corps d'un jeune garde est découvert. Malgré les réticences du commissaire Montfort, son mari, Victoire décide de se mêler à l'enquête. Querelle d'officiers, date de jeu, contrebande, les pistes sont multiples et certaines personnes semblent avoir tout intérêt à ce que l'enquête ne soit jamais résolue. Donc je rappelle qui est Victoire Montfort. Victoire Montfort est une sage-femme qui a en partie résolu l'enquête de 1803, la nuit de la sage-femme, et donc sorti l'année dernière. Donc c'est encore un roman récent aux éditions 10-18. Voilà, on fait un petit peu de pub, hein, ça ne mange pas de pain. Et donc, en fait, j'ai adoré la couverture. Je l'ai acheté, et puis voilà. Maintenant, j'ai l'USP. Voilà, très content. Je suis très content. Je ne peux pas cacher ma joie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, oui, c'est une sage-femme, et qui, à côté des soins qu'elle prodigue aux femmes enceintes dont elle s'occupe, et des cours qu'elle commence à donner aussi dans ce roman, eh bien, elle aide son mari à enquêter. Parce que, évidemment, ça tombe avec. Elle s'occupe d'une des femmes enceintes, en fait, dans l'hôtel où elle va s'occuper de la femme enceinte. Il y a le délire de l'enquête qui se passe, donc elle en profite pour grailler des informations pour le donner à son mari. Je schématise énormément. Et donc c'était un roman policier historique, très très historique. Le côté historique prend une énorme place, et je pense que dans Le fiancé de Russie, ce sera la même chose. C'est une dame qui habite à Metz, qui adore sa ville, je le vois sur ses réseaux sociaux, donc vous pouvez vous abonner à son Instagram également.
donc qui adore sa ville, et que la ville de Metz est évidemment au centre de ses romans. Et en 1803, la nuit de la sage-femme, il y avait le personnage de Madame de Staël extrêmement présente. Et là, ce sera l'empereur avec la jeune impératrice Marie-Louise, voilà, de Russie. Et donc voilà, moi je trouve ça très intéressant, c'est bien écrit, en tout cas pour 1803, la nuit de la sage-femme. Je pense que celui-là sera pas différent. Je passe 3 ans sur ce roman, parce que j'aime faire la pub des gens que j'apprécie. Et donc c'était bien écrit, c'était une bonne plume. C'était bien foutu, il y avait du suspense, j'ai appris plein de choses, donc voilà, je pense que celui-là ne fera pas exception. J'arrête de vous saouler maintenant avec ça. Dans les brumes d'Alésia, de Emmanuel Bessot, donc c'est chez Alter Real Édition, 460 pages. Alice est certaine, Alice en est certaine, quelque chose de grave est arrivé à Georges, mais sans preuve tangible, comment se faire entendre de la police? Comment leur faire comprendre que ce n'est pas une lubie de son voisin et ami et qu'il a bel et bien disparu? Comment les convaincre que le temps joue contre eux et qu'ils doivent intervenir? Dans le petit quartier de Lons où elle habite, tout le monde considère qu'Alice est bizarre, qu'elle n'est pas douée avec les gens ni avec les émotions et ne sait pas communiquer. Heureusement, la jeune brigadière Zia Demire la croit. Mise au banc de la police, cette dernière voit ainsi l'occasion inespérée de faire ses preuves. Entraînant Alice dans son sillage jusque dans la plaine d'Alésia, Zia suit une piste qui l'amène à enquêter sur un suicide, un accident de voiture et un cambriolage sans lien apparent entre eux. Ensemble, elles s'efforcent de résoudre cette affaire qui s'avère bien plus complexe qu'il n'y paraît, entrer dans l'arène et tenter de démêler les fils de cette intrigue dans laquelle personne n'est ce qu'il semble être. Il y a du suspense, il a l'air de se passer plein de choses, il a l'air d'avoir des sujets intéressants, moi j'adhère à ça, la couverture est sympathique. C'est un des romans qui a le plus titillé mon intérêt, à part évidemment le minier, et à part évidemment le 1812, évidemment. Mais celui-là, il a l'air bien. Il a l'air bien, c'est chez Alter Real Edition. Ça sort le 24 avril, donc fin du mois, il fait 460 pages. Et le dernier, le plus énigmatique d'entre eux, c'est le prochain Olivier Ball qui sort le 25 avril 2024 chez XO. Il y aura toujours des diables, des dieux et des hommes au milieu. Alors moi, cette phrase, elle me fait de l'effet, t'imagines pas à quel point. La couverture, j'aime pas. Après, voilà, c'est que mes goûts à moi. J'aime pas la couverture, mais bon, c'est pas grave. Ultimement. Moi, parce que si j'en parle, voilà, la couverture, c'est toujours très important pour moi, mais là, je connais Olivier Ball, je veux dire, je sais qui est Olivier Ball en tant qu'auteur, on connaît Olivier Ball. C'est quoi, De Roche et de Sang qu'il a sorti l'année dernière? Donc voilà, c'est un auteur qu'on connaît, donc c'est pour ça que j'en parle. Et je sais que c'est un bon. Euh, donc cette phrase m'enjaille énormément. J'espère que ce sera bien. Et celui-là sera sûrement un roman hype, parce qu'en général, Olivier Ball est bien lu de mes compatriotes, chroniqueuses et chroniqueurs. Donc celui-là fera partie de la hype de fin du mois. Il sera très lu. Et donc pour ça, je ne me fais pas de soucis, tu vois. Et j'ai hâte de voir ce que ça dit, ce que vont dire ces chroniques, parce que, bon, comment veux-tu qu'on sache de quoi ça parle? Il n'y a qu'une phrase. Et encore une fois, je reviens à Séverine Il est bien ce livre, j'ai regardé sa vidéo des sorties également. Elle n'a pas réussi à trouver de résumé non plus. Donc à un moment, j'ai pas cherché plus que ça non plus, du coup. Et donc voilà. Que dire de plus? Moi, ce que j'attends le plus, bon, en dehors de ça, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Voilà, je vais rester sur cette page. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère n'avoir pas été trop relou avec... parce que j'ai parlé beaucoup de 1812 et d'Anvin Massey Sherman, parce que j'aime beaucoup. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo, la partager, tu fais ce que tu veux comme d'habitude. Je suis en train de tourner une fournée complète de vidéos, donc... 2 ou 3 avis de lecture vont suivre dans les jours qui viennent à 2 jours d'intervalle chacun, donc ne manquez pas ça, et pour ne pas manquer ça, il faut s'abonner à la chaîne encore une fois, si ce n'est pas déjà fait. En attendant les prochains avis, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.